Scott, vous dites adorer les sushis, mais vous mangez plus souvent à la maison qu'au restaurant. Vous êtes-vous déjà risqué à en cuisiner vous-même? Et oui, quelquefois, avec tout le matériel, j'avoue que c'est difficile. Oui, alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous rend la tâche plus facile et c'est Mme Bailey qui nous en sert. Wow! Quel beau plat! Ça, c'est deux de nos spécialités. Ici, c'est le rose maki. OK. Il y a du thon, il y a de crevettes, il y a d'asperges dedans et avocat. Et c'est vraiment avec sa sauce spéciale. Wow! Et ici, c'est le meilleur vendeur tous les restos, c'est Besame Mucho. Besame Mucho. Besame Mucho, c'est vraiment avec une sauce sucrée et tout le même ingrédient. Il y a de l'avocat, le thon, il y a les flocons de tempura. Bon. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'a pas la feuille d'algue habituelle. Non, ça, c'est la feuille de soya. De soya. Et c'est plus facile à digérer et les gens aiment plus ça que le feuille d'algue. Facile à manger aussi, je pense. Oui, oui. C'est parfait pour la Vous avez télé. dit la sauce secrète? Sauce secrète. Bien, toutes les sauces sont secrètes, évidemment. Eh bien, on va essayer de percer le deviner. mystère aujourd'hui, oui. Et c'est le fun parce que ça nous sort aussi de la sauce soya normale. Donc, Exactement. on sort des traditions aussi très créatives. On va Créatif, déguster. c'est ça. Sushi créatif, Zukami. Je Merci, souhaite madame. bon appétit. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on peut déguster. C'est ça le but de l'émission, en fait, et c'est ça tout le bonheur de Je vais l'émission. commencer par une petite framboise. moi. Oui, ah bon. Moi, je vais commencer Bon vraiment par un appétit. sushi. J'adore ça et c'est la première fois que je trouve que c'est aussi visuellement intéressant. Oui. Et en arrivant à cette perfection-là, je vous assure que ça prend de l'expérience. Pas Oui. à peu près. C'est délicieux. Vous, qu'est-ce que vous cuisinez le mieux à la maison? J'avais entendu parler de salade. Oui. Oui? Moi, je suis une fanatique de salade. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, tu sais, on a tous des lubies. Oui. Toutes des lubies. Et la mienne, c'était le vinaigre, la vinaigrette avec la laitue, la salade. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore faire des laitues, des salades de tous les genres. C'est sûr qu'avec des enfants, on fait beaucoup. Mes enfants sont quand même plus vieux, là, mais on fait beaucoup de nouilles, de spaghettis, de sauce et tout ça. Je suis pas une. J'adore pas cuisiner, mais j'adore manger sain, si on pourrait dire. Parce que moi, j'ai été aussi végétarienne assez strict longtemps. Mais avec la famille, mon chum, tout ça, j'ai un petit peu relâché là-dessus, mais on reste quand même préoccupé, disons, de l'alimentation saine. Oui. Donc, évidemment, la cuisine asiatique rentre tout à fait dans ce cadre-là de la cuisine, de l'alimentation saine et pas trop de viande. Et à la base, vous étiez végétarienne pour quelle raison? Pour Ben, c'est sûr principe? que quand j'étais jeune, ça se parlait beaucoup là, dans les années 1980 de faire attention, l'alimentation des animaux était pas bonne, faire attention à ce qu'on mangeait, l'écologie de la planète et tout ça, c'est encore valable, mais moi, ça m'avait quand même sensibilisée à ça. Dans ma famille aussi, on faisait attention, ma mère était déjà sensibilisée à ça. Et j'ai jamais aimé la viande rouge tant que ça, donc j'avais tendance à aller vers cette alimentation-là plus facilement. Et je trouve que je m'en porte bien. Oui, certainement. Donc, Puis les fruits de mer, c'est un bon compromis également. Oui. Donc, oui. c'est le fun aussi dans les sushis de pouvoir les découvrir. Et justement, ici, on offre une variété, comme le disait Mme Bailey, c'est très créatif. Alors, on vous a préparé quelques questions en rafale en rapport avec les noms de leurs sushis. Parce qu'ils donnent des noms assez particuliers, comme par exemple, ici, on a le Besame Mucho. Alors, il y en a un qui s'appelle The One. OK? W-O-N. T-H-E, espace O-N-E. Qui Ah, est The One, Oui, OK. The One. Qui est la personne à qui vous faites lire vos écrits en premier. Mon éditeur. Personne oui? d'autre avant. Donc, c'est une personne en qui vous avez particulièrement confiance. Oui, forcément. Et je ne veux pas mettre mes proches dans cette situation-là d'être obligé de me critiquer. Je trouve que c'est exigeant. Alors, puis ça peut être pas facile, puis bon. Alors, j'aime mieux laisser ça à des professionnels. Ensuite, le sushi hawaïen. Est-ce qu'il y aurait un pays dont vous aimeriez parler dans un de vos livres? Oh! Non, moi, c'est le Québec. C'est le Québec. Québec en premier parce que j'ai de la misère à m'imaginer parler de quelque chose que je connais moins bien. Il faut que je le connaisse bien et le Québec, je peux dire que la culture québécoise, je la connais vraiment intimement, ou presque en tout cas. Oui. Autant que Bon, et donc, non, autrement qu'en touriste, non. Alors, on garde le sujet d'Hawaï pour nos sushis. C'est ça. Le dragon noir, aimeriez-vous un jour écrire de l'horreur? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, c'est plus au niveau des sentiments humains, plus, disons, vers le bien-être que le mal-être. Quoique l'horreur, on peut sûrement y greffer beaucoup de choses, mais je ne crois pas que je sois bonne là-dedans. Je laisse ça à des spécialistes. Et on garde votre créneau historique Oui, avec tout à plaisir. fait. Et finalement, l'amoureux,
quelle est la plus belle histoire d'amour que vous avez lue ou que vous aimeriez peut-être écrire et exploiter? Ça, c'est une question à laquelle il faudrait que je songe longtemps. Probablement l'histoire de parents-enfants sont les plus belles histoires d'amour et que moi j'ai vécu, je croirais que ça serait aussi celle-là, l'amour de parents envers leurs enfants. Ça transcende beaucoup de choses et c'est quelque chose qui nous touche, je pense, beaucoup. Oui. Et dans les accoucheuses, forcément, j'en ai beaucoup parlé aussi. Donc, vous parlez justement de traiter un peu de votre vie personnelle et justement avec le livre sur votre grand-papa, Oui. c'était en quelque sorte votre famille. Commencez de plonger dans quelque chose qui est assez intime. Dans le fond, c'est vos ancêtres, c'est votre vie. Oui. C'est libérateur, c'est vraiment le mot. Tout le monde dans ma famille en tout cas, personne ne m'a dit qu'ils n'étaient pas contents. Moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau personnel, au niveau de promotion personnelle, c'est pas un bon mot, mais... Et je trouve que ça a éclairé beaucoup d'aspects de sa vie. Ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est le côté, l'artiste, comment il se nourrit de l'individu, de l'humain. Et ça m'a beaucoup éclairé à ce sujet-là et je pense que ça éclaire aussi beaucoup parce que les artistes ne sont pas toujours des personnes faciles à vivre. Moi, j'en suis une qui est facile à vivre, mais je ne suis pas l'artiste typique. Et j'avais à cœur de documenter ça. Pourquoi ils ont besoin d'être comme ça pour réussir dans leur métier? Et je pense que j'ai fait une belle job à ce niveau-là. Oui, et êtes-vous tous une famille d'artistes dans votre famille? Pas tous, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mon grand-père, moi, j'ai 5 oncles et ils ont tous eu des enfants, mais il y en a plusieurs. Il y a Mitsou, forcément, qu'on connaît un peu plus, mais il y en a d'autres aussi qui travaillent dans le métier, mais il n'y en a pas qui sont devenus des vedettes, à part Mitsou, je pense, comme Gratien l'était à l'époque. L'époque ne s'y prête plus comme avant, mais on a tous, je pense, la fibre quand même... un peu folle, artiste folle. Et vous vous entraidez entre vous? Est-ce que vous présentez vos projets ou pas nécessairement? Pas vraiment, parce qu'on est cousins, cousines, c'est pas frères et sœurs, mais on se côtoie quand même régulièrement, puis on se parle de certaines choses, oui, tout à fait. Et donc, vous nous laissez aujourd'hui le livre « Le lutin dans la pomme », qui est un livre jeunesse que vous avez écrit. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Ça m'est venu, cette histoire-là m'est venue assez spontanément. J'avais le goût de parler, en fait, d'un sujet qui n'est pas nécessairement facile dans le roman pour l'enfant, c'est l'histoire, le passé. Je travaille beaucoup là-dedans, puis je me disais comment amener cette réalité-là qui est assez abstraite au niveau de l'enfance. Donc, j'ai imaginé l'histoire d'un vieux lutin qui a beaucoup vécu et qu'une jeune fille, une petite fille rencontre par hasard et qui veut retrouver sa tribu de lutins qui a perdu à cause du développement urbain. Comme il est très vieux, il en a beaucoup vu. Oui. Il habite, je ne sais pas si je l'ai mis à Saint-Bruno, en tout cas, un village de la Montérégie. Et elle l'aide à retrouver sa famille de lutins dans la forêt. Donc, c'était le côté vraiment passé que je voulais essayer de rendre accessible à l'enfance. Et d'ailleurs, vous avez déjà dit que justement, les livres, les romans, c'était la meilleure façon pour les gens de s'instruire. De pénétrer dans l'histoire, dans le savoir historique est difficile à rendre quand c'est pas ludique. Et moi, ce que j'essaie de le faire, comme beaucoup d'autres mondes le font, c'est de rendre le savoir historique le fun à apprendre. Et l'écriture, le roman est un bon moyen pour le faire. Il y en a plusieurs autres, mais le roman, moi, c'est le mien. Wow! Et vous nous laissez également Les Amours fragiles. Alors, un livre un peu plus pour les adultes. Oui. De quoi est-ce que ça traite? C'est mon premier roman, en fait, ma première fiction publiée. C'est un roman que j'ai travaillé longtemps, qui s'inspire... Je dois dire que je ne fais pas mentir la légende qui veut qu'on écrive un premier roman selon sa vie. Je m'inspire beaucoup de ma vie à moi. C'est pas vraiment historique dans le sens que ça se passe dans les années 70, 1970-80. Mais c'est inspiré de l'expérience d'une jeune fille par rapport au divorce de ses parents et de tout l'apprentissage de la vie à travers ça que moi j'ai vécu. C'est sûr qu'on transpose beaucoup, mais il y a une bonne base qui est tirée de ma propre expérience de vie, des choses que j'avais besoin de sortir de moi et de faire vivre ailleurs autrement que juste dans ma petite vie à moi. Et donc, on va suivre également votre prochaine série qui est présentement... Le Pays insoumis. Qui est déjà en vente. Oui. Et d'ailleurs, pour faire tirer ces livres-là, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. Et la question de la semaine est quel est le titre de la série que lance Anne-Marie Sicotte cette année? Alors, peut-être reculer ou avancer. Peut-être que vous découvrirez la réponse. Anne-Marie Sicotte, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Et on mange maintenant à la santé de votre prochaine série et bien sûr de votre magnifique carrière qu'on a eu beaucoup de plaisir à découvrir. Merci beaucoup. Merci. Je prends une bouchée à votre santé. Oui, moi aussi.
d'avoir été au rendez-vous encore une fois cette semaine. Pour tout connaître sur la prochaine émission, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Les mots à la bouche ou encore nous écrire à l'adresse qui figure au bas de l'écran. Il est également possible de revoir tout ce que vous auriez manqué depuis le début de la saison sur le site officiel de TVR9. D'ici là, on attend vos impressions. Bonne semaine tout le monde! À quel moment est-ce qu'on se décrit journaliste, selon toi? Mais moi, je dirais que je suis plus une journaliste intervieweuse. Parce que ce que j'aime, comme toi, comme tu fais présentement, c'est poser des questions. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Moi, quand j'ai terminé une entrevue, j'aime ça, je suis contente, j'ai posé plein de questions, puis je fais ça dans la vie. Tu me mets dans un party, je connais personne, puis au bout d'une demi-heure, ben, je sais qui est marié avec qui, puis j'aime ça poser des questions. Donc, je suis plus intervieweuse. Les journalistes, quant à moi, c'est vraiment des gens qui vont fouiller des dossiers, tu sais, qui travaillent sur des longs trucs qui vont durer une année, puis après, ils vont sortir la nouvelle. Ça, c'est moins moi. Moi, c'est vraiment plus rencontrer des gens, le contact humain, découvrir une personne, découvrir les passions des gens. Ça, c'est vraiment ça qui fait de moi une journaliste intervieweuse. Tu écris dans plusieurs magazines, que ce soit La Semaine, par exemple. Comment est-ce que tu choisis tes invités d'abord? Est-ce que c'est toi qui prends ces décisions-là? En fait, ça fonctionne de deux façons. C'est-à-dire, c'est moi qui va proposer des sujets, puis il me donne aussi des commandes. Alors, c'est sûr que moi, si je trippe, bon, par exemple, sur André Waters, bon, qui va sortir son album Country. Oui. Donc, je me dis, bon, j'aimerais ça l'interviewer, je vais essayer de trouver un angle. Là, elle va changer, elle va s'en aller country. Bon, tu sais, alors je vais le proposer au magazine, puis avec un angle intéressant présenté de façon vraiment qui vont les accrocher, ils vont dire oui. À ce moment-là, je peux faire l'entrevue. C'est intéressant parce que les gens qui m'allument, je peux les rencontrer, je peux jaser avec eux. Il y a aussi, d'une autre façon, ils m'envoient des commandes. Alors, moi, je suis très étiquetée en ce moment parce que j'ai des jeunes enfants, famille. Oui. Donc, tous les comédiens, comédiennes, chanteuses qui ont des enfants, à ce moment-là, ils vont m'envoyer les commandes. Peux-tu faire une commande avec telle personne qui vient d'avoir un enfant? Alors c'est ça. Donc, ça fonctionne vraiment des deux sens. Tu vois, je travaille aussi pour d'autres magazines, dont Mom Girl, et j'ai proposé, parce que je trouve ça intéressant, je vois beaucoup ces temps-ci des gens qui se trouvent des jobs parce qu'ils travaillent sur le web, parce qu'ils vont être sur Twitter, sur Facebook, ils ont une grande communauté qui les suit. Puis là, paf, il se trouve quelque chose dans les médias, en télévision, en radio. Alors, je me suis dit, c'est intéressant ce phénomène-là, puis je vais interviewer des gens prochainement sur le sujet. Ça fait que c'est des trucs comme ça, des idées qui me viennent, puis aussi des commandes. Puis justement, dans les commandes, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des sujets un peu moins inspirants et là, oh mon Dieu, tu dois faire avec la situation? Qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Bien, il n'y a pas vraiment... Je me dis, là, si ça se retrouve dans un magazine, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui aime ça. Puis, fait que c'est ça. Non, il n'y a vraiment rien, je te dirais, là, que je fais, bof, c'est moins inspirant. Il y a des choses qui sont plus longues. Par contre, tu vois, j'ai fait récemment un gros dossier sur Las Vegas. Puis c'était, qu'est-ce qu'on fait à Las Vegas? Oui, il y a Céline Dion, oui, il y a le Cirque du Soleil, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, c'était hyper long parce que je devais trouver des gens qui sont allés à telle place, qui ont aimé ça, puis, tu sais, des trucs inusités. Ça fait que c'était vraiment beaucoup de téléphone parce que je suis pas sur place. Si j'étais sur place, je me serais promenée, j'aurais trouvé les informations. J'aurais aimé ça. C'était pas un bon prétexte d'abord. J'aurais aimé ça. Mais c'est ça. Donc, c'était beaucoup plus long. Puis, je te dirais que je me levais le matin, je disais, bon, Las Vegas.